Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 70, nous passerons en revue l'étude de Helm Wealth Management intitulée « Quand une boule de cristal ne suffit pas pour vous rendre riche ». Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, François, et toi? Ça va bien, merci. Donc, je vais commencer. On a souvent mentionné dans notre podcast qu'on n'a pas une boule de cristal et sans boule de cristal ou sans le bénéfice du recul, il est très difficile de savoir avec certitude où se dirigent les marchés. En ce sens, avoir une boule de cristal pour prédire les marchés est le rêve de tout investisseur. Mais cette boule de cristal est-elle vraiment suffisante pour nous rendre riches? C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui en nous appuyant sur une étude récente réalisée par Victor Agani et James White d'Helm Partner Management aux États-Unis. Cette étude s'intitule « When having a crystal ball isn't enough to make you rich » ou en français « Quand avoir une boule de cristal ne suffit pas à vous rendre riche ». C'est mon rêve aussi, François, d'avoir une boule de cristal. Je trouve ton idée de parler de cette étude, François, elle est vraiment très bonne parce que les auteurs ont été inspirés par un tweet de Nassim Nicolas Taleb, un mathématicien, statisticien de grande réputation, ancien académicien et auteur du best-seller intitulé The Black Swan, The Impact of the Highly Improbable, qui a dit, et je cite, « Si vous donnez à un investisseur les nouvelles du lendemain, 24 heures à l'avance, il fera faillite en moins d'un an. » C'est exact, James. Et pour tester cette affirmation dans la vraie vie, Agani et White ont mené une expérience en personne avec 118 étudiants. Ces étudiants provenaient de 4 universités de la côte est des États-Unis et 90% d'entre eux suivaient des programmes d'études supérieures en finance ou un programme de MBA. L'expérience baptisée de Crystal Ball Challenge donnait aux participants la possibilité de faire fructifier une somme de 50 $ qui leur était confiée en négociant sur l'indice S&P 500 et sur les bons du Trésor américain à 30 ans sur la base des informations publiées en première page du Wall Street Journal un jour à l'avance. Puis, afin d'éviter de donner aux participants des informations supplémentaires, des indices, le cours des actions et d'autres données avaient été rayés des pages, là. Le défi pour les participants portait sur les infos d'un jour par année sur la page frontispice du Wall Street Journal pendant une période de 15 ans, de 2008, année de la crise financière, jusqu'à 2022. Les jours étaient présentés et choisis au hasard parmi un ensemble de jours où il y avait des événements d'actualité majeure, en particulier des rapports sur l'emploi, des annonces de la Fed ou d'autres jours purement aléatoires. L'ensemble des jours choisis faisait partie de la moitié supérieure des journées les plus volatiles du marché. Exactement, James. Et pour chacun des 15 jours, les joueurs étaient autorisés à placer une transaction sur l'indice S&P 500 et une transaction sur les bons du Trésor américain à 30 ans. Les joueurs pouvaient opter pour une position longue ou une position courte et ils pouvaient également utiliser l'effet de levier jusqu'à 50 fois. Pour moi, François, c'est du jargon pour nos auditeurs. Pour simplifier, je dirais que les participants avaient la possibilité d'acheter, en d'autres termes d'être longs, sur l'indice S&P 500 des grandes capitalisations américaines et les obligations du Trésor américaines. Il avait également la possibilité de vendre, c'est-à-dire de vendre à découvert les mêmes investissements. Lorsque l'on achète ou que l'on prend une position longue, on s'attend évidemment à ce que le prix augmente. Et lorsque l'on vend et que l'on prend une position courte sur un titre, on pense que le prix de ce titre va diminuer. Les participants ont également pu utiliser l'effet de levier, ce qui signifie qu'ils ont pu emprunter pour augmenter la taille de leur transaction. L'utilisation de l'effet de levier peut amplifier les profits si on a raison dans nos décisions d'achat ou de vente, mais l'inverse est aussi vrai, ça signifie que les pertes seraient plus importantes
si on se trompe. Effectivement. Puis avant de passer aux résultats, James, des 118 étudiants, je pense que nos auditeurs vont être heureux d'apprendre qu'ils peuvent se tester et jouer au Crystal Ball Trading Challenge. On fera en sorte de mettre un lien vers le jeu avec le podcast. J'y ai joué moi-même. C'est assez amusant pour un passionné en finance comme moi. Je vais partager mes résultats avec vous là, un peu plus tard. Jusqu'à présent, il y a plus de 1500 personnes qui ont joué au jeu sur le site web pour s'amuser, car contrairement aux étudiants, il n'y avait pas d'argent qui est en jeu ici. Là. Alors, François, les étudiants ont-ils pu utiliser à leur avantage le fait de connaître les nouvelles du lendemain qu'ils avaient en première page du Wall Street Journal? Eh bien, James, certains vont être surpris, mais la réponse est non. Les étudiants qui ont participé à l'expérience n'ont pas obtenu de très bons résultats alors qu'ils disposaient d'informations précieuses à l'avance. Ils ont seulement été capables de faire fructifier les 50 $ qui leur avaient été donnés à un montant de 51,62, soit pour un rendement moyen pondéré de seulement 3,2 %. Le document mentionne que ce résultat médiocre est statistiquement indiscernable du seuil de rentabilité. Le rapport poursuit en indiquant qu'environ la moitié, 45 % des étudiants, ont perdu de l'argent et que 16 % d'entre eux ont tout perdu. Cela dit, il y a environ 20 % d'entre eux qui ont su profiter puis ont maximisé leur profit à 100 $. Les joueurs ont seulement été capables de prévoir la bonne direction des actions et des obligations que dans 51,5 % des cas. Donc, François, c'est pas beaucoup mieux que le résultat d'un jeu de pile ou face. Est-ce que l'article donne une raison à ces mauvais résultats? Oui, James, d'abord, comme je l'ai mentionné, le fait de ne pas pouvoir deviner la direction des actions et des obligations est la principale raison. Comme tu l'as souligné, James, ils ont fait seulement qu'un peu mieux qu'un simple tirage au sort, un simple pile ou face. Si on regarde d'un peu plus près les détails, ils ont eu raison concernant leur pari sur l'indice S&P 500 seulement 48,2 % du temps. Et on fait un peu mieux avec les obligations étant correct 56,2 % du temps. L'autre raison qui est évoquée pour ces résultats médiocres est la mauvaise gestion de la taille des transactions. Peux-tu expliquer ce que tu veux dire par taille de transaction, François? Eh bien, James, si tu te souviens, les règles stipulaient que les joueurs pouvaient utiliser un levier jusqu'à 50 fois lorsqu'ils réalisaient leurs transactions. Cependant, les résultats montrent qu'ils n'ont pas utilisé ce levier à leur avantage. Par exemple, bien qu'ils aient eu une meilleure moyenne sur leur pari du côté des obligations, en pariant, comme je l'ai dit tantôt, correctement 56,2 % du temps, ils ne l'ont pas exploité car le levier appliqué à leur pari sur les obligations était plus faible que celui utilisé sur leur pari du côté des actions. Ça doit donc être l'inverse, François, pour leur pari sur les actions? Ben exactement, James, ils ont utilisé plus de levier sur leur pari sur les actions, mais leur moyenne au bâton était plus faible à 48,2 %. Donc, cette combinaison du levier plus élevé et de moyenne au bâton plus basse a aussi nuit à leurs résultats. Voici une citation du rapport, une citation, je veux dire, du rapport à ce sujet, et je cite: « Il semble que nos joueurs, en moyenne, n'ont pas suivi une stratégie consistant à placer des paris plus importants sur ceux qui avaient une probabilité plus élevée de bien deviner. Cela est peut-être dû à leur incapacité à savoir quels étaient ceux sur lesquels ils avaient une probabilité plus élevée d'avoir raison, ou peut-être n'ont-ils pas suivi une stratégie disciplinée de gestion de taille de position. » Donc, François, je pense que pour moi, là, ça confirme mon intuition. Bien que les joueurs aient eu les grands titres du Wall Street Journal à l'avance, ils n'étaient pas convaincus de l'impact que les nouvelles auraient sur le marché des actions ou des obligations. Sinon, ils auraient montré plus de confiance en augmentant leur levier sur les transactions dont ils étaient certains d'avoir raison. Je pense que tu as raison, James. Si tu savais avec certitude quel impact une nouvelle particulière aurait sur les marchés boursiers ou obligataires, je pense que tu parierais le maximum. À l'inverse, si tu n'es pas certain, ben, tu paries pas tout ce que tu as. Là. François, tu as mentionné plutôt que plus de 1500 personnes ont participé au Crystal Ball Trading Challenge en ligne. Quels ont été leurs résultats? Eh bien, James, leurs résultats étaient pires que ceux des étudiants et je pense que les résultats sont peut-être un peu plus représentatifs étant donné le nombre plus important de participants.
Donc, au lieu de s'en sortir avec seulement un petit profit, comme les étudiants, les résultats médians pour les 1500 joueurs ou participants ont été une perte d'environ 30% de leur capital. Seulement 40% d'entre eux ont réalisé un profit et 36% ont fait faillite. Donc, des résultats assez mauvais. Ça, c'est dit, James, puis en toute transparence, je dois aussi dire que les auteurs de l'étude ont également invité 5 traders expérimentés et, si on peut dire, couronnés de succès dans le domaine de la macroéconomique à passer le test. Donc, c'est intéressant de voir ce côté-là de la médaille. Ouais, mais c'est soi-disant grand expert, mais comment est-ce qu'ils ont performé, eux autres? Ben, franchement, ils ont fait pas mal mieux que les deux autres groupes, mais ils ont quand même exprimé que le fait d'avoir les grands titres du Wall Street Journal une journée à l'avance n'était pas incroyablement précieuse à leurs yeux. Ils ont estimé qu'il leur manquait un certain contexte autour des nouvelles pour les aider dans leurs décisions de trading. Cependant, ils ont quand même réussi à avoir 63% de leurs transactions correctes. Je vous rappelle que les étudiants avaient 51,5% de leurs transactions correctes. Puis le gain de ces experts-là était un gain médian de 60%. Ces résultats sont bien meilleurs que ceux des autres qui ont fait l'exercice, François. Mais je suis sûr qu'ils avaient une longueur d'avance. Intuitivement, ils ont travaillé pendant ces 15 années-là. Et donc, ils connaissaient un peu l'impact des nouvelles, non seulement à cause de leur expertise, mais aussi à cause de leur expérience passée de trading sur certains de ces grands titres dans leur vie réelle. Oui, effectivement, James, mais l'étude ne s'engage pas sur cette voie-là. Et toi, François, tu as fait l'exercice. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Bon, ben, je peux confirmer que je ne suis pas un génie du trading macroéconomique. Mes résultats ont été meilleurs que ceux des étudiants et des autres joueurs, mais ils étaient en dessous des résultats des traders expérimentés. J'ai terminé en devinant correctement 59% de mes transactions et en réalisant un rendement de 17% sur mes transactions. Je pense que, comme les étudiants, j'ai fait une mauvaise utilisation du levier disponible, car je n'avais pas une grande conviction dans les transactions que je réalisais. J'avais souvent une idée de l'impact de la nouvelle, mais je n'étais pas assez confiant pour augmenter la taille de mes transactions. Puis même là, je ne jouais pas pour de l'argent réel. Je ne suis pas un parieur dans la vraie vie, donc je pense que ça s'est reflété dans mon jeu. Néanmoins, là, c'est un exercice amusant que je recommande. François, que devraient retenir nos auditeurs dans tout ça? Eh bien, dans la vraie vie, sans les grands titres du Wall Street Journal un jour à l'avance, tu as une autre couche ou une couche supplémentaire de décision à faire, c'est que tu dois deviner la nouvelle elle-même avant de prendre toute décision d'achat ou de vente. Pour moi, cette couche supplémentaire de devinette réduit davantage les chances de succès dans votre trading. Pour moi, François, je pense que cette étude, c'est un autre bon exemple du défi à devoir deviner la direction des marchés financiers. Les marchés sont une machine de traitement de l'information et parfois, ils ne réagissent pas aux nouvelles de la manière dont on pense qu'ils le feraient. Un exemple récent de ça, pour moi, est que personne n'aura pu deviner avec certitude le résultat des élections américaines à l'avance et sûrement pas la réaction des marchés financiers le jour suivant. Je suis d'accord avec toi, James. Prédire l'avenir avec quelconque précision est très difficile, voire quasiment impossible. Et les soi-disant experts l'ont prouvé à maintes reprises en échouant dans leurs prédictions. Je crois que baser sa stratégie de trading sur des prévisions est inutile. Dans ce sens, voici une citation de Victor Haghani, qui est l'un des auteurs de l'étude, et je le cite. « Même si vous avez des nouvelles à l'avance, il est toujours vraiment difficile de faire de l'allocation d'actifs ou quoi que ce soit avec une forte probabilité d'avoir raison, sans parler de ne pas savoir ce qui va se passer. En ce qui concerne l'efficacité des marchés, M. Haghani a dit ceci, et je cite, « Si nous pensons à la question de l'efficacité des marchés en termes de difficulté à battre le marché, ça nous montre vraiment qu'il est difficile de battre les marchés, même avec cette information à l'avance, ce qui prouve que les marchés sont assez efficaces. » Pour conclure, François, comme d'habitude, afin de mieux capter les rendements que les marchés ont à offrir, on recommande à nos auditeurs de ne pas se laisser tenter
à prédire la direction des marchés. On leur recommande de rester disciplinés et de respecter leur plan d'investissement à long terme basé sur la diversification des actifs. Oui, tout à fait. Et sur ça, je pense qu'on va conclure. Merci, James, d'avoir partagé ton expertise, ta sagesse aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 70e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. De plus, si vous avez aimé notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous pour notre prochain épisode à paraître le 22 janvier. N'oubliez pas de consulter le site web de Sujet Capital pour voir nos derniers blogs. À bientôt et merci.